Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau débat organisé par Objectif France avec comme sujet ce soir l'environnement, l'écologie. Donc nos deux intervenants, Rafik Smati et Corinne Lepage, que je vais vous présenter donc dans quelques instants. On est ensemble pour environ 1 heure, donc un format un petit peu plus réduit par rapport à d'habitude au regard aux contraintes d'agenda. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier d'ores et déjà chaleureusement et vivement Madame Lepage d'avoir bien voulu accepter cette invitation au regard de ses nombreuses contraintes, tant sur le plan professionnel que de par ses nombreuses implications politiques. Donc, format d'1 heure. Une première partie, comme habituellement, d'échange entre Rafik Smati et Corinne Lepage. Et ensuite, on va essayer tout de même, en dépit de ce format plus ramassé, de garder quelques minutes pour répondre aux questions de notre public très nombreux ce soir. Alors, le thème, pour être précis, donc, c'est comment faire de la France le pays leader de l'OCDE en matière de développement durable. Alors, pour mémoire, pour repère, l'OCDE est l'organisme de coopération et de développement économique, une instance internationale créée à l'après-guerre qui rassemble une trentaine de pays, généralement les pays les plus développés, et qui ont en commun l'économie de marché, ainsi qu'un système politique libéral, donc un système démocratique. Et le développement durable, c'est tout l'objet du débat de ce soir. C'est un concept, ce sont des termes qui sont apparus à la fin des années 80 à travers un rapport de l'ONU, le rapport Brundtland, du nom d'une femme première ministre de Norvège qui avait présidé à ces travaux et qui a été consacré ensuite lors du sommet de la Terre de Rio en 1992. Alors, en quoi consiste le développement durable? Finalement, de faire en sorte que nos générations puissent satisfaire leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire également leurs propres besoins. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc présenter les deux intervenants de ce soir, vous donner quelques éléments biographiques pour que vous puissiez mieux appréhender leurs interventions. Donc, Madame Lepage, vous êtes avocate, vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, ancienne députée européenne de 2009 à 2014. Vous avez été également présidente de Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIe siècle, plus connue sous l'acronyme de CAP 21, et très récemment coprésidente de CAP Écologie suite à la fusion donc, de CAP 21 avec l'Alliance écologiste. Alors surtout, Madame le ministre, ce que les Français retiennent, je pense, de votre personne, c'est que vous avez été l'une des premières à parler de ces questions d'environnement, d'écologie. Vous avez été l'un des précurseurs, et quelque part, en utilisant des termes un peu anachroniques, vous avez fait partie des premiers lanceurs d'alerte dès les années 70, puisque vous avez créé un cabinet d'avocats dédié aux droits naissants de l'environnement, consacré à ces questions. Et vous êtes notamment illustré lors je dirais, des procédures suite aux marées noires de l'Amococadis en 1978, ensuite celle de l'Erika en 1999. Vous avez réussi à obtenir gain de cause au profit, je dirais, des victimes de ces marées noires, qu'elles soient personnes physiques ou personnes morales. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages et je crois que vous enseignez aussi le droit de l'environnement, donc de par votre formation juridique. Rafik Smati, vous êtes donc le président fondateur d'Objectif France, qui est un mouvement qui est né en 2014, qui s'est mué en parti politique en 2018 et qui s'est frotté au suffrage universel pas plus tard que l'année dernière, donc lors des municipales, et ce qui permet à Objectif France d'avoir aujourd'hui ses premiers élus aux quatre coins du pays. Vous êtes également président fondateur sur le plan professionnel du groupe Aventers, qui est donc un groupe dans le numérique et qui détient des marques qui sont relativement connues du grand public, comme les cartes de vœux virtuelles Dromadaire et l'Oprint, l'impression en ligne, le concurrent français du géant du secteur américain Vistaprint. Donc, ce que je vous propose pour rentrer dans le vif du sujet, c'est peut-être pas trop s'étendre sur les chiffres qui montrent la dégradation de notre environnement, parce que je pense que la plupart de nos compatriotes sont aujourd'hui conscients qu'il y a un problème, tant sur la biodiversité que le réchauffement climatique, sur la qualité de l'air, enfin sur beaucoup de sujets environnementaux, qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, changer notre mode de vie pour concilier à la fois nos besoins, notre bien-être avec la préservation de la planète et donc des générations futures. Donc, ce qui fait que je vais commencer par une question qui peut paraître un peu candide et naïve, mais qu'est-ce que l'écologie pour vous au XXIe siècle?
C'est à moi que la question s'adresse ou à Rafik? À vous, allez-y, 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 Madame la ministre. Allez-y. D'abord, bonsoir. Je suis très heureuse de participer à cette émission et merci de m'avoir invitée. Alors, c'est quoi pour moi l'écologie? Je dirais que l'écologie, qui était d'abord au départ, l'écologie est une science, hein. C'est la science des écosystèmes, c'est-à-dire la science du vivant, quelque part. L'écologie, telle on l'entend aujourd'hui, je dirais que c'est pour moi la boussole de notre développement. C'est-à-dire que l'écologie est en train de fixer les limites de ce que nous pouvons faire, mais aussi de nous donner des solutions pour pouvoir rester à l'intérieur de ces limites. Je veux dire par là que c'est à la fois le problème et à la fois la solution. Vous faisiez allusion tout à l'heure au développement durable et en rappelant la définition très juste, hein, du rapport Brundtland. C'est une définition qui date du début des années 70. Aujourd'hui, je dirais que la question n'est même plus là. La question n'est pas des générations futures, c'est-à-dire des individus qui vont nous succéder, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. La question, la question posée, celle de l'habitabilité de la planète à moyen terme, tout simplement. Donc, on n'est même plus dans la question des générations futures, ou alors on parle des générations très, très, très futures. Et il n'y a pas que les humains, c'est tout le vivant qui est en cause. Donc, si vous voulez, l'écologie est à la fois sur un plan droit de l'environnement et sur un plan politique environnemental, est en train progressivement d'envahir tous les domaines. Et nous avons assisté au cours, disons, des 10-15 dernières années à une tentative de conciliation entre écologie et économie pour que l'économie prenne en compte un certain nombre des contraintes de l'écologie. Je pense qu'on est aujourd'hui entré dans une nouvelle étape dans laquelle c'est l'écologie qui va en réalité fixer à l'économie la manière dont il faut qu'elle évolue. Et je m'arrêterai là, parce que je pense qu'on ira plus loin tout à l'heure. Le fait que l'Union européenne mette sur la table 1750 milliards d'euros, 1750 milliards d'euros, pour financer la transformation économique de nos sociétés, dans le cadre de la transition écologique, montre suffisamment que c'est devenu le cœur, en fait, de notre modèle de développement économique. Merci, merci beaucoup, Madame Lepage. Alors, pour vous, Rafik Smati, c'est quoi l'écologie? L'écologie, pour moi, cher Patrice Huban, c'est une philosophie humaine. En fait, je m'intéresse énormément, l'un de mes sujets d'analyse, c'est notre rapport au temps et l'évolution de notre rapport au temps au fil et à mesure que l'humain s'est accompli en tant qu'espèce dominante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une période d'accélération qui est effrénée, avec le sentiment que tout va de plus en plus vite. Et tout va de plus en plus vite se pose une question fondamentale qui est intrinsèque à la condition humaine. C'est quelle est la destination? On sait qu'on va de plus en plus vite, mais on ne connaît pas la destination. Et pire encore, on a la maîtrise, c'est comme si on était monté à bord d'un véhicule dont on a la maîtrise que de la moitié du processus, c'est-à-dire l'accélération, mais on n'a pas du tout la maîtrise de l'inverse, c'est-à-dire du ralentissement. Donc en fait, on est dans un véhicule qui va de plus en plus vite, on ne sait pas où, et on ne sait pas comment le freiner et l'arrêter. Eh bien, l'écologie vient répondre à cette double équation, celle de la destination, parce que l'écologie, eh bien, c'est porteur d'un idéal, et en particulier auprès des jeunes générations. Donc c'est une partie de la destination, et puis ça nous donne aussi les clés d'avoir la maîtrise du véhicule dans lequel nous nous sommes engagés, et notamment pour le freiner quand il y a lieu de le freiner. Et
parmi tous les sujets dont nous allons parler aujourd'hui qui tournent autour de l'écologie, il y en a un qui me paraît fondamental, c'est celui de l'énergie. Parce que l'énergie, dans l'histoire de l'humanité, tous les sauts qui ont eu lieu dans l'histoire de l'homme se sont faits de manière corrélée avec une source d'énergie. Et on peut remonter très loin. La découverte du feu, c'est un bond dans l'histoire de l'humanité. Pareil, quand l'homme a commencé à domestiquer les chevaux, qu'il a commencé à utiliser pour notamment transporter des marchandises ou pour se transporter lui-même. Et je ne parlerai même pas de la machine à vapeur et du moteur à oxygène. Et on arrive évidemment aux dernières technologies qui sont devant nous aujourd'hui. L'énergie, quelque part, c'est le marqueur d'une société et d'une civilisation. Eh bien, l'écologie, c'est le rapport que nous avons avec cet élément clé qui est révélateur d'un modèle de civilisation qui nous engage nous, mais qui engage par-dessus tout nos enfants et nos petits-enfants. Très bien, merci beaucoup à vous deux pour cette approche, cette définition de ce qu'est pour vous l'écologie. Donc, on a bien compris que c'est une boussole de notre développement, c'est donc ce qui permet de mettre des limites à ce développement exponentiel quelque part de l'homme, et donc cette idée que c'est maintenant à l'écologie de mettre des garde-fous à ce développement. Donc, par rapport justement à cette ambition de l'écologie qui est maintenant transverse, comme vous l'avez dit, Madame le Ministre, on voit bien qu'aucun parti politique d'ailleurs ne peut faire l'économie de s'emparer de ce sujet aujourd'hui. Donc, quelles sont les priorités? Sans même parler de la France, c'est-à-dire de manière générale, puisque évidemment ça dépasse les frontières de notre pays. Donc, quelles seraient ou quelles sont les priorités selon vous en la matière? Madame le Ministre? Oui, je suis là. Pardon. C'est la transformation, en fait. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec M. Smati. C'est tout à fait vrai que l'énergie est au cœur de toute transformation. C'est tout à fait exact. Je pense d'abord qu'on ne peut pas penser les sujets de manière distincte. En fait, on a 3 problèmes qui sont liés en matière écologique. La question climatique, la question de biodiversité, la question de santé. Les 3 sujets sont totalement interdépendants. Et ce que nous vivons actuellement avec la pandémie montre très clairement les liens qu'il y a entre la pandémie et les questions d'écologie. En amont d'abord, même si on ne sait pas vraiment comment tout ça a commencé, on sait quand même qu'au départ, il y a un problème de chauve-souris, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est une fuite d'un labo ou est-ce que c'est la chauve-souris qui a mélangé, si je puis dire, qui a collé son virus à une autre espèce animale qui a créé cette zoonose qui est devenue une maladie humaine? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas dire si on le saura un jour, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la déforestation et la proximité entre les espèces sauvages et les espèces domestiques démultiplient les zoonoses et donc les risques épidémiques et pandémiques. D'autre part, vous avez pu voir qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent une corrélation, à défaut d'une causalité, entre la pollution de l'air et le Covid. Par voie de conséquence, on voit bien que je prends ces exemples-là, mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Tout ça est complètement lié. Donc, c'est un modèle global que nous avons à réfléchir. C'est-à-dire comment est-ce que, et je suis très critique sur la loi climat et résilience, mais la manière dont les questions posées me paraissent les bonnes, comment est-ce qu'on se nourrit, comment est-ce qu'on se loge, comment est-ce qu'on se transporte, comment est-ce qu'on habite, etc. Et c'est l'ensemble de tout cela qui est à repenser avec l'objectif, effectivement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de rester dans les limites de ce que la planète peut nous offrir et de maintenir, de revenir, disons, à un niveau d'égalité entre les humains qui est acceptable alors qu'il ne l'est plus du tout aujourd'hui. Voilà. Tout simplement parce que cette transition ne pourra pas se faire sans redistribution et sans un minimum de justice sociale qui n'est pas là aujourd'hui, et ce qui explique les gilets jaunes et d'autres
d'autres mouvements dans d'autres pays. Donc, je ne suis pas capable de vous dire voilà ce qui est prioritaire. Les trois objectifs sont complètement liés et à partir de là, on redéfinit un modèle économique. Et je dirais que les premiers, à mon avis, qui en ont vraiment pris conscience, c'est les financiers. Je pense que le changement aujourd'hui, il est beaucoup plus puissant dans la finance qu'il ne l'est encore dans l'économie réelle. Très bien, merci beaucoup Madame Lepage. Donc, Rafik Smati, sur les priorités donc, en matière de politique écologique. J'ai évoqué à l'instant la question de l'énergie. Pour moi, c'est le cœur de beaucoup de choses. Quel est le paradigme énergétique dans lequel nous allons nous engager? C'est, je crois, la question civilisationnelle, parce que de cette question-là dépend la question de notre modèle de croissance, et donc de notre modèle économique, et Madame Lepage a bien raison de le rappeler, de notre modèle social, parce que les deux sont évidemment liés. Et puis se pose la question indirectement de la biodiversité. Je vais vous donner un exemple peut-être un peu caricatural, mais qui peut démontrer certains dogmes, que certains dogmes parfois se sont emparés de l'écologie et que nous devons combattre, nous, les écolos sincères. La question des... Moi, j'habite en Provence, pas loin de la montagne Sainte-Victoire. Eh bien, vous avez eu, dans un site classé Natura 2000, une vingtaine d'éoliennes qui sont sorties de terre. C'est une zone protégée. Vous avez des espèces endémiques qui sont sur place. Et donc, on construit des centrales éoliennes pour saccager de la biodiversité. Tout cela n'est pas cohérent. Les Français ne peuvent pas comprendre cette écologie qui poursuit a priori plusieurs objectifs, mais qui est, dans un cas tel que celui-ci, contradictoire. Et d'ailleurs, pour information, je vous livre l'info qui est toute fraîche. Le tribunal administratif, aujourd'hui même, a décrété que ces éoliennes étaient hors la loi, donc j'ose espérer qu'elles vont être démontées. Mais regardez jusqu'où il faut que nous en arrivions, tout ça au nom de certains dogmes qui sont les ennemis de la cause écologique. Je vais vous donner un autre exemple. On parle beaucoup de ferroutage. Le ferroutage, l'idée qui consiste, c'est vrai qu'on en a tous assez de voir toutes ces cohortes de camions sur nos autoroutes en train de transporter des marchandises. Il y a quelque chose d'absolument contre nature d'ailleurs. Et donc, il y a une idée qui consiste à promouvoir le ferroutage. Vous avez une autre idée qui est, je pense, plus en adéquation avec ce qu'est le XXIe siècle. C'est d'électrifier nos autoroutes. Électrifier nos autoroutes, quand en plus de ça, vous aurez des véhicules autonomes qui permettront aux routiers d'être confortablement assis dans leur camion et d'avoir à faire le minimum de choses possibles, ça réglera une grande partie de l'équation parce que les marchandises seront transportées, mais elles seront transportées de point à point, ce que ne peut évidemment pas faire le train. Mais tout cela nécessite beaucoup d'électricité. Beaucoup d'électricité. Et donc se pose la question du modèle énergétique. Et le modèle énergétique, aujourd'hui, nous avons un modèle qui est une électricité qui est essentiellement nucléaire dans notre pays. Et c'est, je crois, un sujet de réflexion qui est fondamental parce que l'énergie nucléaire est ce qui a permis à la France d'acquérir son indépendance énergétique, c'est très bien. Est-ce que le nucléaire est l'énergie parfaite par excellence au sens philosophique du terme? Je ne pense pas. Ce n'est pas une belle énergie. Quand on produit de la radioactivité, ce n'est pas une belle énergie. Donc, on ne peut pas dire que le nucléaire est l'énergie idéale. Mais en revanche, quand on pèse le ratio bénéfice-risque et quand on poursuit des objectifs concrets qui sont les baisses d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien peut-être qu'il faut accepter l'idée, ce que n'acceptent pas d'ailleurs certains écologistes, il faut accepter l'idée que l'énergie nucléaire telle qu'elle est aujourd'hui est l'énergie de transition idéale vers un autre modèle, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais accepter cela. Et d'ailleurs, l'Europe, la Commission européenne a reconnu aujourd'hui l'énergie nucléaire, enfin c'était la semaine dernière, comme étant une énergie potentiellement de transition. Et je crois que c'est important, et là aussi, en ayant la subtilité de dire que le nucléaire n'est pas l'idéal, mais on n'est pas là pour faire de la morale, on est là pour être efficace. Mais peut-être que dans cette période de transition vers quelque chose d'autre, et on en parlera encore une fois, eh bien l'énergie nucléaire, c'est peut-être aujourd'hui la plus accomplie qui soit. Merci Rafik Smati. Donc, en résumé, pour vous, Madame le Ministre, l'approche elle est globale. L'approche est globale, tant sur le plan climatique, biodiversité, santé, tout
est lié, donc non seulement approche globale au niveau national, au niveau européen, au niveau international également, sur le plan géographique. Et pour vous, Rafik Smati, vous reconnaissez cette approche globale, bien évidemment, du problème, mais qu'avec un facteur déterminant dans cette transition, qui est la production d'énergie, puisque la production d'énergie, c'est ce qui entraîne le plus d'empreintes environnementales par rapport à nos activités. Et donc, il faut essayer de neutraliser au maximum cette empreinte environnementale de manière à continuer notre développement, et à la fois au niveau individuel et puis sur le plan, comment dirais-je, économique. Alors, Donc, ça nous amène, pardon. Je voudrais répondre à Rafik Oui. Smati sur la question nucléaire, parce que je ne partage pas son point de vue. Mais ce n'est peut-être pas le moment de répondre là-dessus. Non, mais allez-y, parce que j'allais faire la transition justement sur la stratégie française dans cette transition, et qui aujourd'hui privilégie encore pour une bonne part le nucléaire dans cette production d'énergie. Donc allez-y, Alors, Madame la Ministre. Donc moi, je suis pas d'accord avec cette vision, parce que, en fait, le sujet n'est évidemment pas de fermer nos centrales nucléaires aujourd'hui. Personne ne propose ça, ouais, il faudrait être complètement stupide. Le sujet est de savoir si on en construit d'autres. Et si on en construit d'autres, ce n'est pas une transition. Si on en construit d'autres, c'est pour 60 ans. C'est-à-dire que ça nous met quasiment au 22e siècle. Donc, ce n'est pas une transition. Et les déchets, eux, ils ne sont pas en transition. Ils sont là de manière permanente et sans solution. Ma position, mais elle n'engage évidemment que moi, c'est qu'en fait, le nucléaire est une énergie, malgré le dogme français que je connais bien, est une énergie du passé et pas de l'avenir. Pourquoi? Alors, d'abord, vous allez me dire, mais il y a des pays qui en construisent. Oui, c'est vrai, il y a essentiellement la Chine qui en construit. Enfin, le nucléaire en Chine, c'est entre 4 et 5% de son énergie. Ça n'a rien à voir avec chez nous. La Chine fait quelques centrales nucléaires, mais elle fait énormément d'énergie renouvelable. Et elle fait encore un peu de charbon, malheureusement. Centrale à charbon. Pourquoi est-ce que je pense que c'est une énergie du passé? La première raison, elle est purement économique et financière. C'est que le coût de l'électricité renouvelable a tellement baissé, notamment le solaire, que l'énergie nucléaire devient une des énergies les plus chères du monde. Et nous ne pourrons pas nous la payer. Alors, bien sûr, chez nous, c'est le contribuable qui paye, mais à un moment donné du temps, ça va s'arrêter. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une énergie qui, entre 12 et 15 centimes le kilowattheure, quand vous en avez une autre qui coûte 4 à 5 centimes le kilowattheure, ça ne dure pas longtemps. Deuxièmement, la France a un vrai problème qui n'est pas tranché au niveau communautaire, sur le point de savoir si le nucléaire est une énergie classée dans les investissements durables ou pas. L'Europe a mis en place un système dit de taxonomie qui fixe les critères qui permettent à un investissement d'être considéré comme durable ou pas durable, vert ou pas vert. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce système, non seulement il faut appartenir à une des 6 catégories dans laquelle vous êtes vert, mais en plus, il ne faut pas être négatif dans les 5 autres catégories. Or, le nucléaire est positif, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est une énergie très peu carbonée. Mais par contre, elle est négative sur toute une série d'autres sujets, que sont l'économie circulaire, car il n'y a rien de circulaire là-dedans, qu'est la biodiversité, qui est l'impact sur la qualité de l'air, parce qu'il y a de la radioactivité. Alors, il y a des autorisations, bien sûr, qui sont données, mais quand même, c'est une pollution. Et donc, la France fait un lobbying d'enfer à Bruxelles pour essayer de rentrer dans les règles de la taxonomie. Je pense que ça ne marchera pas. Et notamment, ça ne marchera pas au niveau du Parlement européen. Et le Parlement européen est en codécision. Donc, je pense qu'on aura un très, très gros problème là-dessus. Mais même en admettant qu'on puisse avoir des fonds communautaires, je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Tout simplement parce que le système du marché de l'électricité européen a été conçu de telle manière qu'on achète d'abord l'électricité verte. Et par voie de conséquence, le fait de nous enfermer dans cette énergie nucléaire massive, en fait, va nous priver, va réduire beaucoup nos capacités de vente sur le marché européen. Tout simplement parce que lorsqu'il y a beaucoup de vent ou beaucoup de soleil,
l'énergie est très bon marché, voire même elle est à prix négatif. Et donc, il n'est pas question d'acheter du nucléaire. Et quand on a besoin de beaucoup d'électricité, c'est-à-dire au moment des pointes de froid, nous, les Français, nous sommes 50% de la pointe parce que nous avons massivement développé le chauffage électrique. Précisément, absorber notre énergie nucléaire. Ce qui fait qu'à ce moment-là, généralement, nous sommes acheteurs sur le marché, pas vendeurs. Et donc, notre capacité à vendre de l'électricité nucléaire va être de plus en plus difficile. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit, et je ne parle pas des sujets de sécurité, de sûreté, tous ces sujets sur lesquels on pourrait bien entendu s'étendre. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est un combat d'arrière-garde qu'on mène, qu'on ne le gagnera pas, qu'EDF est une entreprise extrêmement fragilisée avec un déficit absolument monumental dont je ne vois pas comment elle va se sortir, et sans parler d'Hinkley Point, qui peut être le suicide absolu. Donc voilà, je pense que nous avons eu tout à fait tort de freiner sur les énergies renouvelables. Je partage votre réticence à l'égard de certaines éoliennes, c'est vrai. Qu'il y a des sites qui vraiment ne le méritent pas, mais très franchement, la manière dont on s'est battu en France pour ne pas avoir d'éolien en mer, c'est complètement absurde. Tous les pays européens ont de l'éolien en mer et ça se développe très bien et ça produit très bien. Puis le solaire est quand même une solution absolument fantastique qui, de surcroît, permet du développement économique territorial puisque le solaire, par définition, est décentralisé. Et maintenant que nous allons être obligés de faire de l'autoconsommation collective parce que c'est une obligation communautaire et qu'on ne va pas y couper, et que la France ne pourra pas s'y opposer, et que massivement les communautés locales d'énergie vont se développer, eh bien, très franchement, je ne pense pas du tout que le nucléaire soit une énergie de transition. On en aura peut-être jusqu'en 2030 ou 2040, parce qu'on a des centrales qui sont plus jeunes que d'autres, qu'il faut investir pour qu'elles soient sûres. Là-dessus, il faut mettre de l'argent, le temps qu'on peut, mais la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est vraiment dans le renouvelable et la sobriété énergétique. Merci Madame Lepage. Alors pour vous, Rafik Smati, donc est-ce que l'énergie nucléaire est une énergie non seulement de transition, mais une énergie d'avenir, notamment la troisième génération et la quatrième génération et la fameuse fusion? À vous la parole. Il y a plein de choses intéressantes qui viennent d'être dites par Madame Lepage, et elle a raison. Quand elle dit, par exemple, que d'un point de vue comptable, le coût de l'électricité solaire est aujourd'hui moins cher que le coût du nucléaire de troisième génération. Troisième génération, parce qu'en réalité, si on compare au nucléaire actuel, il demeure plus bas parce que les centrales seront amorties. Mais si on veut être honnête en matière de raisonnement, on compare avec les EPR, et c'est vrai que le mégawattheure dans les EPR, il est aux alentours de 110 € quand on est capable aujourd'hui de toucher très facilement les 40 € quand il s'agit de centrales solaires. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais se posent plusieurs questions qui sont fondamentales. La question de l'intermittence. Par définition, le solaire n'est pas disponible systématiquement. Et puis se pose aussi une question qui est essentielle, c'est la question de la puissance. Juste pour que les personnes qui nous regardent aient un certain nombre de chiffres en tête. Quand on parle prenons l'une des plus grandes centrales solaires de France, la centrale de Cestas, en Gironde. C'est un truc énorme. Hein. Si vous prenez l'avion en Gironde, si vous faites Paris-Biarritz ou Paris-Bordeaux, vous verrez du ciel, de 36 000 pieds d'altitude, vous verrez l'étendue que prend la centrale de Cestas en Gironde. Tout ça pour une puissance de 300 mégawatts. Juste à titre de comparaison, une centrale, un réacteur nucléaire classique, aujourd'hui, c'est une puissance de 900 mégawatts. Et les EPR, on est à peu près à 3 fois plus, on est à 1600. Donc, 300 versus 1600. Et ça, c'est un sujet qui est important, parce que quand on sait qu'on entre dans une civilisation qui va demander beaucoup d'énergie, ou alors on prône une décroissance, c'est un autre débat, mais quand on sait à quel point notre civilisation sera très énergivore, et pour l'intérêt de la planète et pour l'intérêt du développement, se pose cette question-là. Et puis cette centrale de Cestas en Gironde, vu l'emplacement qu'elle occupe au sol, bah, ça a des conséquences évidemment en matière de biodiversité qui sont absolument évidentes, parce qu'on est sur quelques centaines d'hectares, peut-être même plus. Donc là, c'est un élément qu'il faut mettre dans la balance. Et il y a un autre élément qu'il faut également mettre dans la balance, vous disiez, Madame Lepage, et à juste titre,
qu'il n'y avait pas d'économie circulaire dans le nucléaire. C'est vrai. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'économie circulaire aujourd'hui. Et moi, je suis quelqu'un qui croit profondément au génie humain et en la science. Et je sais que la question des déchets nucléaires en est une aujourd'hui, et ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant d'avoir des déchets radioactifs de très longue durée, de plusieurs dizaines de milliers d'années. On ne sait pas où ça peut nous mener, mais je sais que dans les 10 ou 20 prochaines années, nous aurons trouvé les solutions techniques pour réutiliser ces déchets nucléaires. D'ailleurs, dans l'université de Oxford, il y a déjà des expérimentations qui ont été faites dans ce sens-là, et c'est extrêmement prometteur. Donc en fait, il faut voir les choses en dynamique. Et enfin, pour conclure sur ce point-là, il y a quelque chose qui m'inquiète profondément et qui nécessite que nous continuions à investir à minima dans le nucléaire, mais que nous continuions à investir aussi, c'est la perte de connaissance de la filière. Parce qu'au final, aujourd'hui, nous sommes sur du nucléaire de 3e génération, mais demain, il y aura le nucléaire de 4e génération, la fusion nucléaire, vous en parlez, Patrice Huban, qui est une énergie qui est extrêmement prometteuse, mais pour ça, nous avons besoin d'avoir des expertises, nous avons besoin d'avoir des ingénieurs. Et si nous coupons le cordon avec ces ingénieurs, avec ce savoir-faire, on aura beaucoup de mal à monter dans le train de la 4e révolution nucléaire. C'est la raison pour laquelle Madame Lepage a raison quand elle promeut les énergies renouvelables, qui sont des énergies qui sont potentiellement plus nobles, au sens philosophique du terme, que le nucléaire. Mais je pense que nous couper définitivement du nucléaire, et notamment du nucléaire de 3e génération, c'est faire prendre un risque, paradoxalement, aux générations futures. Et croyons en la science, croyons au génie humain, et l'économie nucléaire sera beaucoup plus circulaire qu'on ne le croit dans les 20 ou 30 prochaines années. Merci beaucoup. Une réaction, Madame Lepage? Oui, une réaction aussi rapide que possible. D'abord, vous savez comme moi que les centrales solaires, moi je travaille beaucoup dans ce domaine, donc je connais bien, on fait maintenant beaucoup de centrales qui permettent le maintien de l'agriculture et de la, comment ça s'appelle, de l'élevage. C'est-à-dire que les panneaux sont mis à une hauteur telle qu'on peut continuer à cultiver et même à faire paître les animaux. Donc là, il y a eu des progrès là-dessus. Il n'y a plus d'incompatibilité. Bon, moi, je ne crois pas qu'on va mettre des centrales solaires énormes partout en France, mais par contre, je pense que nos toits vont être très largement utilisés pour le faire. Et rien que la surface des toits, c'est déjà absolument énorme. Sur l'intermittence, je vous entends. Mais j'observe qu'il y a des pays en Europe, je pense par exemple à la Suède, qui est déjà, ou au Danemark, pardon, pas à la Suède, Danemark, qui est déjà à plus de 50% d'énergie renouvelable, et l'Allemagne actuellement, au mois de mars de cette année, est à 47% d'énergie renouvelable. Mais avec de l'hydraulique. Il y a de l'hydraulique, il y a de la biomasse, il y a du solaire, il y a de l'éolien, il y a tout ça. L'éolien, ça doit faire 20-25%, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même, il n'y a pas que de l'énergie intermittente dans le renouvelable. Il y a de l'hydraulique, il y a de la biomasse, il y a l'énergie des mers, des marais, etc. Tout ça, on peut très largement l'utiliser. Sur le nucléaire de la 3e et 4e génération, j'ai cru comprendre qu'Astrid était abandonné, puisqu'il n'y a plus d'argent mis par le CEA sur Astrid, c'est-à-dire la 4e génération. Quant à la 3e, très franchement, c'est l'EPR de Flamanville. On ne peut quand même pas dire que ce soit un succès. Je le regrette, hein, parce que je suis assez cocorico comme vous, et j'aime bien quand on a des succès français. Enfin, franchement, on fait envie à personne avec notre EPR de Flamanville, où on en est déjà à 10 ans, quasiment 10 ans de retard. De 3 milliards, on est passé à 19 milliards, chiffre de la Cour des comptes. Très franchement, malheureusement, c'est vrai, vous posez une vraie question avec le savoir-faire. C'est tout à fait vrai, sauf que malheureusement, on l'a perdu. Et si on ne l'avait pas perdu, on n'aurait pas les enquiquinements qu'on a en permanence à Flamanville. C'est-à-dire que tous les gens qui ont fait nos réacteurs entre 70 et 90, ces gens-là, ils sont partis à la retraite. Manifestement, le transfert de savoir-faire, le transfert de compétences n'a pas été opéré dans des conditions satisfaisantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, aujourd'hui, on est très mal. Parce que comment ça se fait que l'EPR chinois, il marche, parce qu'il marche, et que l'EPR français, il ne marche pas. Que ce soit eux qui le tuent ou que ce soit Flamanville.
avec la même technologie qui est la nôtre. Là-dessus, je veux dire qu'il y a quelque chose qui est absolument insupportable en termes de ce qu'on a envie pour notre pays. Voilà, donc très franchement, l'argument de la compétence, oui, vous avez raison, malheureusement, je crois que c'est fichu. Le pire n'est jamais certain, Madame Lepage. Oui, j'entends bien, mais enfin, et si on c'est mal considère, barré. Hein. regardez les pères fondateurs du nucléaire français dans les années 60 et 70 sont partis de zéro. Ils ont réussi à mettre en place une filière en une dizaine d'années. Donc, nous avons les moyens, nous, et nous avons toutes les intelligences pour le faire. Ouais, on a été, Monsieur Smati, on a été un peu aidé quand même, hein, dans les années 60. On a été un peu aidé. Bien sûr. Mais là, justement, on ne part pas de zéro. Ouais, on ne part pas de zéro, mais on est dans un système de compétition qui est quand même très différent de ce qui existait dans les années 60-70, d'une part. Et deuxièmement, malheureusement, je crains que la compétence, alors, peut-être moins des ingénieurs que de ceux qui construisent, ne soit plus la même, ne soit plus au même niveau. Parce que comment vous expliquez un fiasco comme Flamanville, franchement? Ah, mais si vous êtes en train de dire que c'est un fiasco industriel, je suis évidemment d'accord avec vous. Nous n'aurions pas dû en arriver là. Mais est-ce que c'est parce que nous avons échoué? Est-ce que c'est parce que justement, vous avez eu un certain nombre de gouvernements qui se sont succédés, qui ont sacrifié la filière nucléaire au point de perdre les compétences? Est-ce que c'est une bonne raison pour nous couper de cette filière qui aujourd'hui fait malgré tout les progrès de la France? On peut rechercher le comment du pourquoi. Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans les choix d'investissement qui ont été faits qui ont été catastrophiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir chez nous sur l'entretien de nos centrales, sur leur amélioration, sur faire en sorte qu'on ait toujours des centrales qui soient top niveau, notre argent, qui est celui de la rente nucléaire, qui est en fait l'argent des Français au départ, puisque c'est les Français qui ont payé ces centrales, elle a servi à une politique déraisonnable à l'étranger, que ça s'appelle Constellation aux États-Unis, que ça s'appelle l'Argentine, que ça s'appelle ce que vous voulez. Ça a été une succession de catastrophes financières. Et tout cet argent qu'on a perdu en milliards dans ces investissements-là, on ne les a évidemment pas mis dans la capacité que nous avions à nous renouveler, à nous améliorer et à rester un pays d'excellence. Car je regrette, j'aimerais pouvoir dire que nous sommes encore un pays d'excellence dans ce domaine-là, ce n'est plus le cas. Merci, merci à vous deux. Donc, on a bien compris que vous êtes d'accord sur l'idée que le nucléaire fait partie de la transition. Vous avez une divergence sur l'idée qu'il faille ou non investir sur le nucléaire de troisième et surtout de quatrième génération. Alors, tout ça, ça nous amène finalement à la stratégie française en matière de développement durable. Et au-delà de la transition énergétique, on insiste beaucoup, certes, sur le réchauffement climatique et la lutte contre le réchauffement climatique, mais on sait que la France ne dégage que 1% des gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. En revanche, il y a un autre domaine que vous avez évoqué, Madame le ministre, c'est la biodiversité. Et est-ce que là, finalement, on ne devrait pas être un peu plus allant, étant donné que la France, grâce à son domaine maritime, qui est devenu le premier domaine maritime mondial, si je me fie à l'actualité, grâce à ce domaine maritime, entre autres, on héberge 10% de la biodiversité mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai enjeu? La France, là, pour le coup, même à elle seule, ne peut pas avoir une action déterminante pour faire changer la donne, notamment au niveau des… Je vais vous répondre sur la biodiversité, sur la question climat. Je voudrais quand même rappeler, d'abord que le 1% est une manière de calculer qui n'est que partielle, puisque vous savez qu'en calculant comme ça, vous n'intégrez pas les gaz à effet de serre importés, ceux qui résultent de votre consommation à vous. Donc, on a un peu plus que ça. Deuxièmement, on est quand même un pays phare sur le sujet. Nous sommes les porteurs des accords de Paris. Nous avons encore, heureusement, un rôle important en Europe. L'Europe est très moteur sur ces sujets. Et je dirais que la faiblesse qu'a eu l'Europe, c'est d'être porteur du sujet, d'être incapable de le porter sur le plan industriel et économique derrière, avec ce que ça comportait. Bon, quand vous voyez aujourd'hui le plan d'investissement de Joe Biden aux États-Unis, ce qui est en train de se passer, on a sacrément intérêt, nous les Européens, à être très forts sur le sujet, de manière à garder un poids, un leadership en termes industriels et de savoir-faire sur cette transition. Sinon, on va être complètement, j'allais dire, largué.
crois que c'est le mot qui convient. Alors, sur la biodiversité, je vous rejoins tout à fait. Vous parlez à juste titre de notre domaine maritime. Je rappelle quand même que nous sommes le seul pays industrialisé du Nord à avoir une forêt tropicale, en Guyane. Quel exemple donnons-nous notre forêt, la gestion de notre forêt en Guyane? Quand on fait des forages pétroliers à côté, hein, quand on a les problèmes d'orpaillage que nous avons, je veux dire par là, est-ce que nous pouvons nous permettre de prêcher l'exemplarité avec ce que nous faisons en Guyane? Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce que nous faisons sur notre forêt tropicale, précisément parce qu'on est le seul pays à avoir ce bout de forêt tropicale. Autrement, ce ne sont que des pays du Sud qui en ont, la forêt tropicale. Alors, c'est quelque chose de très important. En plus, on a chez nous, en métropole, des espèces qui sont quand même très intéressantes, plus nos espèces d'outre-mer. Donc, on est un pays très important sur le plan de la biodiversité. Je ne suis pas sûre que nos concitoyens en soient tout à fait conscients de ce que ça représente en termes de richesse patrimoniale, mais ce que ça représente aussi en termes de services rendus par la nature à nos concitoyens. Et c'est d'une très, très grande valeur, la biodiversité. Donc, je pense que l'investissement dans la biodiversité est vraiment très, très important. Merci, Madame Lepage. Donc vous, Rafik Smati, quel est votre point de vue sur la stratégie française en dehors des questions énergétiques? Juste pour titiller Madame Lepage, vous faites référence au plan Biden, qui est effectivement un plan massif, mais qui repose en grande partie sur le développement du nucléaire. Oui, il y a un petit peu de nucléaire. Rendre à César ce qui appartient à César. Moi, il y a quelque chose qui me chagrine beaucoup en écologie, dans le domaine de l'écologie, et j'ai le sentiment que la France doit jouer son rôle dans ce sujet-là. D'abord, je crois que la France doit développer, doit être le phare, le laboratoire d'une véritable écologie cohérente. J'insiste sur le mot de cohérence, et je vais vous citer un exemple que je trouve absolument lamentable et que je trouve être une hypocrisie majeure dans le domaine de l'écologie. C'est la question que vous connaissez sans doute, Madame la Ministre, des métaux stratégiques. Les métaux stratégiques qui sont indispensables à la transition écologique. On en trouve même dans des éoliennes pour faire des aimants, pour faire tourner les pales. C'est dire ces métaux stratégiques qui sont prélevés notamment par la Chine en Afrique, dans des conditions écologiques dramatiques et dans des conditions sociales et sociétales dramatiques. Ils font bosser des enfants. Et c'est là où je crois que la France doit peser de toutes ses forces, c'est-à-dire la transition écologique, oui, mais vous disiez tout à l'heure, Madame Lepage, vous parliez de la pollution importée. Vous avez raison de le dire. Et c'est là où il ne faut absolument pas de problème. Il y a une pollution qui est importée et celle qui concerne les métaux stratégiques, elle est plus ravageuse probablement que toutes les autres. On ne peut pas s'engager de manière responsable dans la transition énergétique sans considérer à un moment donné l'hypothèse de réintégrer le processus minier dans un pays tel que la France, et notamment dans notre domaine maritime, qui est, vous l'avez rappelé Patrice, le plus important du monde. Et donc, quelque part, évidemment, tout se tient, la biodiversité, l'énergie, la souveraineté minérale, tout ça se tient, et je crois que la France se grandira à être le pays du monde qui a une écologie qui soit offensive, qui soit une écologie de conquête, qui soit un pays qui soit peut-être le plus en avance dans la politique écologique mondiale, mais basé sur une approche cohérente, scientifique, pragmatique, et qui s'inscrivent dans une dynamique d'avenir et non pas de régression, parce que je crois que c'est ça que aujourd'hui 100% des Français sont écolos. Une grande partie vous diront oui, mais l'écologie punitive, etc. Et ils n'ont pas tort. Donc il faut réussir à trouver cet équilibre qui est un courage, qui est difficile, mais qui fera, je pense, de la France le phare des pays de l'OCDE, mais pas que, en matière de transition énergétique et écologique. Merci. La question que vous soulevez des métaux rares est une vraie question. Parce qu'effectivement, et on voit aujourd'hui les problèmes qu'on a avec les batteries, par exemple. Heureusement, on est en train de refaire une industrie de la batterie en Europe, parce qu'on n'en fabriquait plus du tout.
Mais derrière les batteries, il y a effectivement les métaux rares. Le problème des mines, vous ne trouverez pas beaucoup de voisins d'une mine pour avoir envie qu'on aille creuser la mine, hein. Moi, j'en connais pas du tout. Alors, ceci étant, tout n'est pas bon à prendre et ensuite, il faut voir comment on fait les choses. Quand je dis tout n'est pas bon à prendre, je pense par exemple au gaz de schiste, pour lesquels il y a eu une très forte opposition, et j'allais dire heureusement, parce qu'aujourd'hui, même les États-Unis vont arrêter les gaz de schiste, les Anglais ont arrêté parce que ça faisait des tremblements de terre, donc ce n'était pas franchement une très bonne idée. La situation pour effectivement les métaux rares et les terres rares est différente. Ceci étant, comment est-ce qu'on fait de l'extraction propre? Comment est-ce qu'on fait de l'extraction sans ruiner complètement toute la biodiversité qui est autour? C'est très difficile de combiner les deux, hein. Très, très difficile. Alors, bien sûr, je vous entends quand vous dites on fera toujours mieux en France que ce qu'on fait, ce que la Chine fait en Afrique. Ça, c'est évident. Mais est-ce que ça suffit? Alors, il y a un point important, c'est que ça coûtera beaucoup plus cher de le faire en France. C'est vrai. Mais ça n'aura aucun impact inflationniste sur le produit fini, puisqu'aujourd'hui, les métaux stratégiques représentent dans la chaîne de valeur une infime partie du coût de fabrication, que ce soit des panneaux solaires ou des téléphones portables et autres. Ce qui veut dire que même si on produit, même si on extrait ces métaux stratégiques, et même si ça nous coûte 3 ou 4 fois plus cher que ce que c'est fait ailleurs, dans la chaîne de valeur globale, ça ne comptera pas beaucoup. Donc, on peut se projeter dans la question de mines responsables. Mais il y a derrière ça un vrai enjeu de souveraineté qui est majeur. C'est-à-dire que quand on compare par exemple avec le pétrole, vous avez 12 pays qui contrôlent grosso modo 35% de la population mondiale. S'agissant par exemple du lithium, vous avez 3 pays qui se partagent 91% de la population mondiale. Donc on est en train de troquer notre dépendance relative au pétrole et aux pays de l'OPEP. On est en train de le troquer contre un oligopole qui peut demain faire de nous ce qu'il veut parce qu'il nous aura tenus en otage par le fait que ces métaux qui sont stratégiques ne pourront pas nous permettre de faire ce que l'on veut sur notre territoire. Oui, et là, je suis entièrement d'accord avec vous, d'autant plus que la politique de la Chine a d'abord consisté à faire du chantage, si je puis dire, sur la vente des métaux rares et ensuite plus en vendre du tout pour qu'on achète le produit fini. Alors, je vous propose, comme le temps tourne, de passer aux questions-réponses pour les quelques minutes qui nous restent. Donc, Eugène, vous êtes entre guillemets en coulisses. Est-ce que vous avez des questions à nous répercuter? Oui, tout à fait, Patrice. Beaucoup de questions et aussi des réactions qui corroborent ce qui a été dit. Beaucoup d'auditeurs soulignent en effet le manque de solutions idéales en termes de transition énergétique, parce que beaucoup parlent du recyclage des batteries, de qu'est-ce qu'on fait des éoliennes, de qu'est-ce qu'on fait des déchets. On se rend bien compte que dans toutes les solutions, il y a évidemment des inconvénients. J'ai une question de Romain sur les énergies fossiles. Romain parle du charbon. Il dit qu'est-ce qu'on fait du charbon dans tout ça? Et de mémoire, l'ordre de grandeur au niveau planétaire, c'est 80% de la production d'énergie qui est faite à base d'énergie fossile. Donc, si on élargit l'image et qu'on sort de la France, c'est quand même un gros enjeu. Les énergies fossiles, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre elles? Qui veut se lancer? Pour le charbon, je dirais que la messe est assez largement dite puisque les banques ne vont plus les financer. Il ne va plus y avoir de financement. Il n'y a plus de financement international, la Banque mondiale ne finance plus, la BERD ne finance plus, la BEI ne finance plus, et les grandes banques mondiales vont le faire, elles le font presque plus, et pour celles qui le font encore, elles sont tellement conspuées pour ça qu'elles vont arrêter de le faire. Donc, en fait, ça sera du financement de l'État ou rien du tout. Et je ne pense plus qu'il y aura de financement classique, si je puis dire, pour aller chercher des mines de charbon. Ça, je crois que c'est terminé. On n'y est pas encore pour le pétrole, mais pour le charbon, je pense que c'est terminé. Une réaction, Patrice Maty? Je souscris entièrement à ce que vient de dire Madame Lepage. Je crois en effet, pour exactement les raisons qu'elle vient de dire, que la messe est dite et que c'est le sens de l'histoire. Très bien. Eugène, une nouvelle question?
Oui, il y a une question sur l'économie circulaire qui a été mentionnée. Quelles avancées peut-on faire en termes d'économie circulaire? Afix Mati disait tout à l'heure que l'économie circulaire n'existait quasiment pas, en tout cas était infinitésimale. Quelles sont les propositions qu'on peut faire en la matière? Vous voulez commencer, Monsieur Smati, pour changer un peu? Oui, l'économie circulaire, enfin, le recyclage, le fait de réutiliser, le fait de réinventer, ça va faire partie du logiciel humain du 21e siècle. Et d'ailleurs, je tiens à saluer, une fois n'est pas coutume, la décision du gouvernement actuel sur les emballages à usage unique et sur ce qu'ils ont fait pour lutter contre la pollution plastique. Parce que, évidemment, tout ce qui n'est pas circulaire aujourd'hui n'a pas sa place dans un écosystème moderne du 21e siècle. Et ça fait partie des contraintes que l'on doit se poser. Même moi, en tant que chef d'entreprise, j'adapte mes unités de production pour que le plastique disparaisse, qu'il y ait de plus en plus de papier plutôt que de plastique, que le papier, tant qu'à faire, soit recyclé. Donc, ça se joue aussi au niveau microéconomique et ça passe par une évangélisation générale. C'est pas le gouvernement qui va tout faire avec une baguette magique, ça se passe chez chacun d'entre nous, mais je crois que ce marketing, avant on décrivait le marketing par le marketing des 3 P, le produit, le prix et le packaging, eh bien aujourd'hui ça sera plus le marketing des 3 R, réutiliser, recycler, réinventer. Non, Merci. d'accord là-dessus. Je suis notamment absolument fascinée par ce qui est en train de se passer sur le bâtiment. Sur le fait qu'aujourd'hui, on conçoit le bâtiment comme réutilisable en tant que tel. C'est-à-dire que nos prédécesseurs et nos générations ont construit des bâtiments pour qu'ils durent des dizaines et des dizaines d'années et personne ne s'est jamais posé la question de leur démolition et de la réutilisation des matériaux. Eh bien, maintenant, la conception même d'un bâtiment doit se faire en fonction de sa disparition et de la réutilisation de tous les matériaux qui constituent ce bâtiment. Donc, on est dans quelque chose qui est complètement nouveau. Et du reste, avec la possibilité, ce que je vais dire est un tout petit peu technique, mais enfin, je vais le dire quand même, c'est intéressant, pour les matériaux du bâtiment de sortir du statut de déchet, c'est-à-dire de devenir du matériau réutilisable en tant que tel, la matière première secondaire, si vous voulez. Donc oui, je crois qu'on est en train de changer complètement de modèle, et ça, c'est absolument passionnant parce que c'est une économie formidable. On parlait des métaux rares il y a quelques instants, le fait de pouvoir réutiliser des métaux précieux, je ne dirais pas ad infinitum, mais en tout cas un certain nombre de fois, c'est quand même extrêmement intéressant. Et c'est une économie d'énergie aussi absolument énorme, parce qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher la matière première, on peut simplement la réutiliser ou recycler, les deux n'étant pas synonymes comme chacun le sait. Merci beaucoup. Merci de vos réponses à la fois précises et synthétiques, ce qui nous permet d'enchaîner avec les questions pour ne pas créer trop de frustration, car vous êtes nombreux à nous écouter ce soir. Eugène Darona, vous avez la parole. Oui, tout à fait, Patrice. Une question de Hugo qui vous dit, est-ce aux banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, de donner des impulsions à l'écologie et de forcer la finance à aller dans ce sens? Donc ça rejoint Je la vais vous question dire, d'Hugo. Allez-y. je ne crois pas que ce soit comme ça, pardonnez-moi Hugo, qu'il faut poser la question. Les financiers ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité, a priori. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils le font parce qu'ils y ont un intérêt. Pourquoi? Parce que le risque lié aux actifs que sont les actifs pétroliers ou les actifs charbonniers est absolument colossal. Vous avez un rapport qui a été publié par la Commission de l'économie du climat de l'ONU en 2018, qui évaluait le risque des actifs financiers relatifs aux fossiles et leur déperdition de valeur à 12 fois le risque de ce qu'avaient représenté les subprimes en 2008. 12 fois. C'est-à-dire que dans les portefeuilles d'investissement, les gens ne veulent plus aujourd'hui de valeurs
qui sont celles du charbon, voire du pétrole, parce que tout simplement, il y a un risque de dévalorisation de l'actif qui est énorme. Et c'est pour ça que c'est en train de changer. Plus, bien entendu, le risque de réputation, parce que dans les engagements qui sont pris, il y a la sortie du fossile et aller vers des énergies renouvelables, et que ce n'est pas compatible avec le financement des fossiles. Que donc les lanceurs d'alerte mettent en lumière les incohérences, pour reprendre le mot qui était utilisé tout à l'heure, les incohérences qu'il y a entre un discours qui va afficher une volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre et des actes qui vont conduire à les financer. Vous avez peut-être vu encore, il y a 2-3 jours, sont sortis des documents sur le fait que les grandes banques françaises avaient énormément financé encore de fossiles au cours de l'année 2020. Donc, il y a ce problème de réputation, mais au-delà de ça, il y a un problème de risque financier tout à fait majeur. Une réaction, M. Smati? Oui, je rajouterais simplement à ce qui vient d'être dit que les fonds de private equity, les fonds de capital développement, etc., intègrent de plus en plus des fonds verts à l'intérieur de leur structure. Et ces fonds ont tendance à prendre de plus en plus d'importance. Tout ça ne fait l'objet d'aucune régulation particulière, c'est juste le sens de l'histoire. Et comme le disait à juste titre Madame Lepage, ce sont des opportunistes qui ont compris le sens de l'histoire. Et donc, je pense que les choses sont en train de se faire assez logiquement. Et je crois même d'ailleurs que dans les années qui viennent, ça sera probablement un argument d'investissement prioritaire. C'est-à-dire qu'une société qui n'a pas qui est anti-écologique ou qui n'a pas intégré la dimension écologique dans sa stratégie, je pense que cette société-là aura beaucoup de mal à lever des fonds auprès des capitaux risqueurs et des capitaux investisseurs. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, Eugène Daronard. Oui, tout à fait. Une question intéressante de Delphine qui vous demande comment concilier la fin du monde et la fin du mois. C'est une question qu'on entend souvent et Delphine précise que qui dit transition écologique dit coût de cette transition, que ce soit pour la construction de centrales nucléaires, que ce soit pour les énergies renouvelables. Comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux? Je n'ai pas la réponse absolue, hein, bien sûr. Mais simplement, tout à l'heure, dans mon propos introductif, je dirais à Delphine que j'ai beaucoup insisté sur la question de la redistribution et de l'égalité, de la justice sociale. Cette transition, elle ne peut pas se faire contre les plus modestes. C'est absolument impensable. Donc, il faut que, par exemple, l'argent qu'on va pouvoir toucher de la taxe carbone aux frontières, puisque c'est une taxe carbone, elle va être mise en place, non pas aux frontières françaises, mais aux frontières européennes. Par exemple, elle puisse effectivement servir à financer la réduction ou la suppression des passoires thermiques, par exemple, les passages à des véhicules électriques, la transformation du modèle agricole pour qu'on ait une agriculture qui soit beaucoup plus locale et localisée et beaucoup plus propre, avec beaucoup moins d'engrais, c'est-à-dire permettre aux agriculteurs de le faire, mais donc dans le même temps permettre aux gens de pouvoir acheter ces produits à des prix qui soient abordables. Donc, ça implique de repenser complètement le modèle des coûts de revient et des prix, et notamment tous les sujets avec la grande distribution que tout le monde connaît. Bon, voilà, c'est tout. Je crois qu'il faut rendre les choses… Moi, je ne rentre pas dans le débat, ça pour terminer, entre écologie punitive ou pas punitive. D'abord, premièrement, je pars de l'idée que quand il y a un risque majeur, il y a des choses qu'on accepte, qui vous cassent les pieds, mais qu'on est bien obligé de faire. Quand on lutte contre le terrorisme, on prend des mesures qui sont liberticides, que nous acceptons tous, parce qu'on n'a pas envie de se payer un attentat. Comprendre que la menace climatique, elle est absolument colossale. Elle est probablement à l'échelle de l'humanité plus grave que la menace terroriste. Donc, qu'il y ait des mesures qui ne nous fassent pas plaisir, qui nous gênent, qui nous obligent à nous transformer, c'est inévitable. Et par-dessus le marché, plus on attendra pour le prendre, plus elles seront désagréables. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, pour moi, le vrai sujet, c'est de rendre les choses possibles. Et donc, quand je dis possible, ça veut dire techniquement possible et financièrement possible. Je réponds à la question fin de mois. Et j'ajouterais
un dernier point qui me paraît essentiel, c'est de les rendre enviables, désirables. Autrement dit, nous avons un nouvel imaginaire à créer d'une société dans laquelle, effectivement, nous vivons avec des limites planétaires qu'on ne peut pas dépasser parce que c'est les conditions de notre vie, mais dans lesquelles, en contrepartie, si je puis dire, on a récupéré d'autres choses. Ces autres choses, c'est une manière de vivre plus harmonieuse, c'est une manière de consommer qui est plus autour de la qualité, autour de la reconnaissance de cette qualité, etc. Voilà. Et je pense que cet univers-là, ce désir-là, il faut le construire. Rafik Mati, une réaction sur cette faculté à concilier social et protection de l'environnement? Oui, je voudrais répondre à Delphine que ça ne sera pas l'un contre l'autre, ça sera les deux ou rien. Et je voudrais faire une analogie historique avec un épisode de l'histoire qui est la guerre de sécession aux États-Unis. La guerre de sécession, c'était quoi? C'était les États du Nord qui s'opposaient aux États du Sud, et les États du Nord avaient décidé d'abolir l'esclavage. Alors, quel est le rapport avec l'écologie? L'esclavage, à l'époque, c'était quoi? C'était une main-d'œuvre gratuite. Donc, quand ils ont décidé d'abolir l'esclavage, ils se sont a priori imposé une contrainte dont ils n'avaient pas besoin parce qu'ils avaient de la main-d'œuvre gratuite. Ils se sont imposés cette contrainte-là. Donc, c'était la fin de la main-d'œuvre gratuite. Mais la conséquence de ça au fil du temps, c'est que cette contrainte les a obligés à se transformer, à s'industrialiser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les États du Nord sont devenus beaucoup plus riches et prospères que les États du Sud. Eh bien, le rapport à l'écologie est de même nature. C'est-à-dire que peut-être que, oui, en effet, il s'agit d'introduire l'écologie dans tous les écosystèmes. C'est peut-être une contrainte, mais c'est une contrainte qui sera créatrice de richesse. Ça sera une contrainte qui va être créatrice de valeur ajoutée. Et l'ambition, on parlait tout à l'heure, et d'ailleurs c'est l'objet de ce débat, comment faire de la France le pays leader de l'OCDE en matière de développement durable. C'est ça l'enjeu. Parce que si la France réussit à être le pays leader d'un nouveau modèle écologique, eh bien, nous créerons les conditions de la prospérité et du plein emploi. Et à ce jeu-là, évidemment, tout le monde y gagnera. Donc, ce n'est pas fin du monde versus fin du mois, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps, ou rien. Merci beaucoup. Merci, Rafik Mati. Alors, nous arrivons au terme de ce débat. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Le page. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Rafik Mati. Alors, peut-être quelques mots de conclusion? Oui, je voudrais remercier Madame la Ministre de s'être prêtée au jeu. C'était un dialogue extrêmement constructif, même si on a pu s'opposer sur certains points, mais qui, au final, dans la philosophie, et c'est ça le plus important, évidemment, se rejoignent. Donc, merci à vous, sincèrement, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, Patrice, Eugène, et également Thierry Lecoq, qui est en backstage. Et on vous donne rendez-vous très vite. Merci pour cet échange très fructueux. Merci beaucoup, merci à vous deux. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, le prochain débat aura lieu le 14 avril avec Christophe Nechelen, donc, qui est député des Vosges et qui était rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire sur nos forces de l'ordre. Et donc, le thème de ce nouveau débat sera le suivant: comment établir l'ordre dans notre pays. Et je signale, puisque c'est tout frais, ça vient de tomber, que Rafik Mati, donc le président d'Objectif France, va intervenir ce soir à 20h, je crois, sur BFM TV. Donc, comme quoi, finalement, les différentes contraintes d'agenda arrivent à, je dirais, se concilier. Donc, merci encore à vous deux. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et on vous dit donc à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.